Bonjour à tous, je vais vous présenter une première conférence ce soir qui sera suivie de 2 autres. L'objectif de ces 3 conférences est de faire un panorama sur la façon dont l'épigénétique nous fait regarder aujourd'hui l'inné et l'acquis. En quoi les apports de l'épigénétique ont pu changer notre vision de l'inné et de l'acquis. Donc les titres sont volontairement provocateurs et la première conférence va tenter d'expliquer comment on devient une reine, une femelle ou un fou. La deuxième fera le tour de l'épigénétique et la sélection naturelle. Et puis la troisième reviendra sur la dualité corps-esprit et je tenterai d'illustrer s'il y a un support physique, neurologique, cellulaire à la conscience. Je tenterai de répondre à cette question-là, mais en ce qui concerne aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comprendre comment on devient une reine, une femelle ou un fou. Donc la question peut paraître curieuse, mais vous allez voir que dans certains cas, elle se pose réellement. Je dois aborder un sujet qui peut paraître dense et qui peut être un peu ardu si on l'aborde d'un point de vue uniquement technique ou technologique. Donc pour vous faciliter la tâche, je vais entrer dans ce sujet-là sous un angle que vous devez tous connaître parce que vous en avez tous, à un moment ou à un autre, entendu parler. Et en fait, c'est l'angle de la cellule. Tout le monde a entendu parler des cellules, que ce soit dans vos études, votre scolarité ou tout au long de votre vie, de ce que vous avez pu lire ou entendre tout au cours de votre vie. Une cellule, c'est quoi ? Une cellule, c'est le constituant principal de nos tissus, de nos organes. C'est la brique, c'est le matériau élémentaire de nos organes et de nos tissus. Les cellules, vous en connaissez forcément le nom de certaines. On peut noter par exemple ici les spermatozoïdes. Donc les spermatozoïdes, ce sont les cellules germinales, les cellules reproductrices chez les mâles. On a ici les ovocytes, les ovules, qui sont l'équivalent chez les femmes, chez les femelles, les cellules reproductrices. Et puis un dernier exemple, les neurones, qui sont les cellules constitutives de notre cerveau. Donc vous avez déjà regardé les cellules avec une certaine connaissance de ce qu'elles sont. Si on entre un tout petit peu plus dans le détail pour apprendre à mieux connaître les cellules, on va voir qu'elles sont bordées d'une membrane. Vous avez ici, en rose un peu plus foncé, la membrane de ces cellules qui sont à l'écran. Cette membrane, en fait, elle enferme le contenu de la cellule un petit peu comme un sac. Mais ce n'est pas un sac étanche. Ce n'est pas non plus un sac complètement perméable. C'est un sac qu'on pourrait qualifier de respirant. Par analogie à ce qu'on appelle les tissus respirants, donc les membranes, c'est la même chose, ça laisse entrer et sortir des éléments. À l'intérieur des cellules, à cet endroit-là, il y a un liquide qu'on appelle le cytoplasme, et à l'intérieur du cytoplasme, de nombreux constituants sur lesquels je ne m'attarde pas pour l'instant. Et puis en rose fluo ici, le noyau. Donc le noyau, c'est l'endroit de la cellule où sont stockées toutes les informations indispensables à la vie de la cellule. Le noyau, c'est l'endroit où la cellule va aller puiser les informations dont elle a besoin. Et ces informations-là constituent notre génome. Notre génome, en fait, c'est notre bibliothèque d'informations. On peut considérer que dans le noyau, il y a une bibliothèque d'informations constituée de 20 à 25 000 livres. Cette bibliothèque, donc je l'ai dit, c'est notre génome. C'est la collection de toutes les recettes dont on a besoin pour qu'une cellule fonctionne et qu'elle fonctionne bien. Donc vous l'avez compris, chacun des livres de la bibliothèque, les 25 000 livres qui constituent cette bibliothèque, ces livres, ce sont nos gènes. Nous avons chez l'homme entre 20 et 25 000 gènes. Chaque livre, chaque gène contient une recette. Si on rentre un peu plus dans le détail dans la façon dont cette bibliothèque est organisée, au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, on a parlé donc des cellules et du noyau. Si je zoome sur le noyau de la cellule, que j'ai représenté donc de façon très schématique, donc je zoome sur le noyau de cette cellule qui est représentée donc très schématiquement, et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur du noyau. La masse rose qui est dedans, le génome, on peut le figurer, on peut le représenter
sous la forme de chromosomes. Les chromosomes, ce sont ces petits bâtonnets noirs que vous voyez ici à l'intérieur du noyau. Si on zoome encore dessus et qu'on va à l'intérieur des chromosomes, on va trouver de l'ADN. L'ADN, c'est le matériau qui constitue les chromosomes. Ce matériau, donc les chromosomes, vous les avez ici, petits bâtonnets noirs dans le noyau, représentés en zoomant un peu plus grand ici. Et on va, à l'intérieur du chromosome, dérouler le matériau qui constitue le chromosome, donc l'ADN. Donc vous avez ici la molécule d'ADN constitutive du chromosome. Pour compléter les informations concernant les chromosomes, et en particulier les chromosomes chez l'homme, juste vous montrer ce karyotype. Donc un karyotype, c'est quoi? C'est une préparation sur laquelle on a étalé les chromosomes qui sont dans le noyau, puis on les a rangés par taille, donc du plus grand au plus petit. Donc vous voyez bien, chez l'homme, nous avons 23 paires de chromosomes. Le karyotype qui est présenté là, c'est un karyotype d'un homme, puisqu'il y a un chromosome X et un chromosome Y. Si c'était le karyotype d'une femme, on aurait 2 chromosomes X. Donc 23 paires de chromosomes qui sont donc logés dans le noyau des cellules et dans toutes les cellules. Comment faire le lien entre les chromosomes et le gène? Si on revient sur la structure du chromosome telle qu'on l'a présentée il y a un instant, on va pouvoir zoomer sur une portion de chromosome qui est représentée ici en rose. Cette portion de chromosome, elle représente un gène, c'est-à-dire elle représente un endroit où dans l'ADN est inscrite une recette qui permet de fabriquer une protéine. Et donc nos 20 à 25 000 recettes, nos 20 à 25 000 gènes, ils sont comme ça répartis tout au long des chromosomes à l'intérieur du noyau des cellules. Et en fait, ce que je viens de vous dire, chaque gène, chaque portion de chromosome qui correspond à un gène, contient une recette différente. On dit que chaque gène code une protéine et en gros, on peut assimiler les protéines aux fonctions cellulaires. Tout ce dont je viens de vous parler, les chromosomes, les gènes, ça correspond à une science qu'on appelle la génétique. Or, ce dont il est question ici, c'est pas la génétique, c'est l'épigénétique. Donc, comment faire le lien entre ces deux termes, génétique et épigénétique, entre ces deux sciences? Pour pouvoir le comprendre, on va revenir à l'organe et puis redescendre aux cellules. Donc, vous avez ici représenté un cerveau humain, donc là on est à l'échelle de l'organe. Si on rentre à l'intérieur de l'organe et qu'on découpe cet organe en tranches fines, on observe ici ce qu'on appelle donc le cortex en marron tout autour ici, qui est une des parties du cerveau, et puis à l'intérieur il y a d'autres zones, d'autres couleurs qui sont d'autres parties du cerveau. Le cortex, c'est le siège de nos fonctions cognitives. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans le cortex. Donc on va faire une petite coupe du cortex, et à l'intérieur de cette coupe du cortex, vous voyez différents points, différentes taches. Si on les dessine, on se rend compte que ce sont des structures allongées qui sont présentes par couches, et ces structures en fait correspondent à des neurones, donc aux cellules qui constituent le système nerveux central. Une des catégories de cellules qui constituent le système nerveux central. Donc ces neurones, on va continuer à regarder un peu plus comment est-ce qu'ils sont organisés. Il y a un corps central, un corps cellulaire avec le noyau qu'on devine ici à l'intérieur, des prolongements qu'on appelle des axones, et ces prolongements, ils contiennent des petites structures qu'on appelle des synapses, ces synapses permettant aux neurones de communiquer les uns avec les autres. Donc on voit une organisation de la cellule très particulière qui lui permet d'assurer ses fonctions. Donc on vient de voir ce qui se passait pour le cerveau, donc l'organe, ses différents tissus, et quand on descend dans les tissus, les différentes cellules, on a la même chose ici à droite pour le pancréas. Donc le pancréas, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, on a l'organe, donc avec toute sa structure et son canal qui se déverse dans le tube digestif. À l'intérieur de l'organe, on trouve le tissu avec les différentes cellules, et vous voyez ici les petits ronds, ce sont les noyaux des cellules, et quand on zoome un peu plus en avant, on reconnaît la cellule qu'on a vue tout à l'heure, donc avec la membrane cellulaire, le contenu du cytoplasme et le noyau ici en rose très foncé.
Donc tous les organes sont constitués de la même façon, enfin, sont constitués de tissus et de cellules. Et ce qui est remarquable, on le voit bien là, c'est que ces cellules, elles sont très différentes d'un organe à l'autre. Alors dans un individu, on va pouvoir compter entre 10 000 et 100 000 milliards de cellules qui constituent un organisme complet. Et comme je viens de le dire, ce qui est remarquable, c'est que ces cellules, elles sont toutes différentes les unes des autres. Vous avez les neurones que l'on vient de voir, ici en haut à droite, mais on peut regarder aussi les cellules de la reproduction. Donc là, vous avez un spermatozoïde sur le point de féconder un ovule, les cellules sanguines avec les gros lymphocytes, les globules rouges et puis les petites plaquettes qui sont les cellules responsables de la coagulation du sang. Et puis vous avez ici des cellules cardiaques. Donc des cellules qui sont constituées toutes d'une membrane, d'un cytoplasme et d'un noyau, qui contiennent toutes la même bibliothèque, mais qui sont toutes différentes. Et on dénombre 200 types cellulaires différents. Aujourd'hui, on estime qu'il y en a beaucoup plus, mais globalement, au moins 200 types cellulaires différents. Et pourtant, toutes ces cellules, toutes ces différentes cellules, je viens de le dire, elles contiennent la même bibliothèque. Donc, comment se fait-il, c'est très curieux, comment se fait-il qu'avec une même série d'instructions, une même collection de recettes, on puisse fabriquer des cellules si différentes les unes des autres? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que je vous dis que toutes ces cellules-là contiennent la même bibliothèque? En fait, elles contiennent, toutes ces cellules, la même bibliothèque parce qu'elles proviennent d'une même cellule, une cellule unique d'origine, qui est la cellule œuf, qui est la cellule qui est issue de la fécondation. Donc l'œuf fécondé, qui résulte donc de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde, cet œuf fécondé, il va donner toutes les cellules de l'organisme par une série de divisions successives pour finalement faire 10 000 à 100 000 milliards de cellules, ces fameuses cellules qui sont différentes les unes des autres. Comment peut-on faire avec une cellule unique des centaines de types cellulaires différents? Eh bien, c'est à cette question que tente de répondre l'épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est ce qui va permettre d'expliquer comment une cellule unique peut se transformer en des cellules toutes différentes. Le mot épigénétique, ce concept d'épigénétique, il a été inventé par un chercheur du milieu du XXe siècle qui s'appelle Waddington. Waddington a beaucoup travaillé sur l'embryologie et il essayait de comprendre comment, à partir de cette fameuse cellule unique issue de la fécondation, on peut fabriquer, par division cellulaire successive, des cellules qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus différentes les unes des autres. Donc il s'était intéressé à comprendre comment la cellule œuf unique de départ, au cours de son évolution, de ses divisions, de ses spécialisations, va s'engager dans des chemins différents. Qu'est-ce qui définit qu'elle emprunte ces chemins différents et que finalement, elle devienne une cellule de foie, une cellule de cerveau ou une cellule de cœur? Ça, c'est les questions que se posait Waddington, qui permet finalement d'expliquer ce qu'on appelle la différenciation cellulaire, la spécialisation cellulaire. Ce terme d'épigénétique que l'on doit à Waddington, il l'a construit en utilisant deux mots. Le mot génétique. Le mot génétique, donc c'est cette fameuse science qui étudie la transmission des caractères, qui étudie l'ADN et les gènes. Cette science, elle avait été inventée, entre guillemets, par des savants dont les noms vous sont sans doute connus. On a Darwin, qui est un des grands-pères fondateurs de la génétique, Mendel, un autre savant très important, Morgan, et puis au milieu du XXe siècle, on a Watson, Crick et Rosalind Franklin qui ont décrit la structure de l'ADN. C'est à eux qu'on doit cette fameuse double hélice. Ces savants-là et d'autres sont les concepteurs, les inventeurs de la génétique, même si à l'époque de Darwin et de Mendel, par exemple, le terme n'était pas utilisé.
Et puis il existait un autre mot, le mot d'épigénèse, qui avait été proposé par Aristote dans l'Antiquité. Aristote voulait comprendre comment se forment les êtres vivants au cours du développement embryonnaire. Donc pour ça, il étudie les œufs de poule. Il ouvre un nombre incalculable d'œufs de poule à différents stades du développement du poussin pour voir comment le poussin évolue à l'intérieur de l'œuf. Et il avait constaté que entre les premiers stades et les derniers stades, le futur poussin allait en se complexifiant petit à petit. Il a appelé ce processus de complexification d'un organisme au cours du développement embryonnaire l'épigénèse. Ce concept a été confirmé par le même type d'étude au XVIIe siècle par Harvey. Harvey, vous avez son portrait ici. Ces travaux-là, les travaux d'Harvey, s'opposaient à d'autres travaux et concepts qui, eux, avaient la faveur de l'Église et qui défendaient le principe que l'épigénèse n'existe pas, mais que les individus sont préformés dans les spermatozoïdes ou dans les ovules. Et c'était simplement le fait que le spermatozoïde arrive dans la matrice maternelle qui permettait à l'individu microscopique préformé à l'intérieur de se développer. Donc ce concept-là, il satisfaisait les termes de la Genèse et donc l'Église était tout à fait favorable à ces explications scientifiques-là et tout à fait opposée aux travaux d'Harvey. Pour balayer définitivement et scientifiquement ce contexte de préformise, il a fallu attendre que l'on découvre les cellules et pour admettre que c'est pas comme ça que se forment les individus, mais qu'au contraire, ils se développent en se complexifiant. Waddington va réunir les deux concepts, génétique et épigénèse, pour construire le mot d'épigénétique. Et l'épigénétique, ça signifie ce qui vient autour de la génétique, ce qui vient en plus de la génétique. Il définissait cela de la façon suivante. L'épigénétique, c'est l'étude des relations causales entre génotype et phénotype. Le génotype, donc, c'est le contenu du génome, l'ensemble des recettes, et le phénotype, c'est l'aspect des cellules ou des individus. Et donc l'épigénétique étudie les relations de l'un avec l'autre. C'est ce qui explique comment l'épigénétique, à partir d'un génome prédéfini, d'une bibliothèque, on peut construire des cellules qui ont des aspects différents, simplement parce que chaque cellule n'utilise pas la totalité des recettes, mais uniquement un certain nombre de recettes prises parmi l'ensemble de celles dont elle dispose. Et donc, il y a une utilisation différentielle de la bibliothèque, une utilisation différentielle du génome. Donc si on remet tout ça dans le contexte du développement embryonnaire, que dit Waddington finalement? Il dit qu'à partir d'une cellule unique, donc cette fameuse cellule œuf issue de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde, cette cellule va se mettre à se diviser pour donner une petite structure qu'on appelle la morula. Donc la morula, elle est constituée de 12 à 16 cellules, toutes identiques. Et cette petite structure appelée la morula, elle continue à se développer pour former le blastocyste, qui lui est constitué de cellules de type différentes. Les cellules bleues qui vont donner toutes les cellules du futur individu, et puis les cellules jaunes qui vont donner les annexes embryonnaires, le placenta, etc. Alors, pour quelle raison est-ce que ces cellules ne deviennent pas le même type de cellules? Bien, tout simplement parce qu'elles n'utilisent pas les mêmes gènes, elles n'utilisent pas les mêmes recettes de leur bibliothèque. Alors si je remets tout cela dans le contexte du développement embryonnaire, que dit Waddington finalement? Il dit qu'à partir d'une cellule unique, issue de la fécondation, cette cellule va se mettre à se diviser pour donner une petite structure qu'on appelle la morula. La morula, elle est ici. Donc c'est une petite structure constituée de 12 à 16 cellules, toutes identiques. Et ensuite, quand cette structure continue à se développer, à évoluer, on commence à voir apparaître des cellules différentes qui sont représentées ici en jaune et en bleu. Donc en jaune, vous avez les cellules qui vont donner les annexes embryonnaires, donc le placenta, etc. Et en bleu, les cellules qui vont donner toutes les cellules de l'organisme, le foie, le cœur, le cerveau.
Et donc toutes ces cellules-là, puisqu'elles dérivent de la même cellule initiale, elles ont le même génome, elles ont la même bibliothèque. Mais alors, pour quelles raisons est-ce qu'elles ont des phénotypes, des aspects différents? Eh bien parce qu'elles n'utilisent pas leur bibliothèque de la même façon. Elles ne vont pas utiliser les mêmes livres, elles vont aller chercher les livres, les recettes, elles vont utiliser les gènes dont elles ont besoin. Par exemple, une cellule de foie va aller utiliser le gène, va aller chercher le livre qui contient la recette de l'albumine. Et ce livre-là, les neurones ne s'en serviront jamais. Et donc c'est la mise en place de ce plan d'utilisation des gènes au cours de la spécialisation cellulaire qui permet leur différenciation. Donc cette différenciation, cette spécialisation, elle se fait en fonction de l'environnement des cellules. Qu'est-ce qu'on entend ici par environnement? Pour l'embryon, c'est simplement la place de la cellule dans l'embryon. En fait, les cellules qui sont à l'extérieur de la morula vont devenir les cellules des annexes embryonnaires et les cellules qui sont camouflées à l'intérieur vont devenir le futur bourgeon embryonnaire et finalement tout l'individu. Je voudrais ici introduire une propriété qui va être importante au cours de la suite de l'exposé, pour vous dire qu'une fois que le plan de spécialisation d'une cellule est mis en place, il se maintient au cours des générations. Et quand les cellules vont se diviser pour donner des cellules filles, une cellule qui a commencé à se spécialiser en cellule de foie, au cours des divisions successives, elle va continuer à être une cellule précurseur des cellules de foie, puis une cellule de foie. Donc c'est un phénotype, finalement, une fois qu'il est établi, ce profil de spécialisation, il est établi de façon stable à travers les générations, à travers les divisions cellulaires. Et donc on peut faire appel ici à une notion d'héritabilité d'un caractère acquis. Une cellule acquiert la propriété de fabriquer l'albumine et elle la transfère à ses descendantes. Donc aujourd'hui, cette définition qui a été proposée initialement par Waddington a été élargie. Et si on garde toujours cette idée que c'est l'étude des relations causales entre génotype et phénotype, on a bien compris que c'était quelque chose qui venait de la génétique et qui correspondait à une variation de l'activité des gènes sans modifier la séquence du génome, la nature du génome. Donc l'épigénétique, en fait, ce sont des mécanismes qui vont être associés, qui vont imprimer une mémoire cellulaire. Le fait, par exemple, qu'un hépatocyte, une cellule de foie, reste un hépatocyte quand il se divise. Et c'est donc aussi ce qui permet l'identité cellulaire. C'est ce qui définit l'identité cellulaire. Il y a bien entendu des liens avec l'environnement, et c'est sur ça que je vais m'arrêter dans la suite de l'exposé. Et puis la dernière ligne ici peut vous paraître peut-être un petit peu bizarre d'avoir mis dans la même phrase stable et réversible. Donc ce sont des changements stables et réversibles dans l'utilisation du génome. Ça peut paraître antinomique. Stable, ça signifie, comme on vient de le voir, que quand une cellule se divise, elle donne à ses descendants cette spécialisation qu'elle a acquis au cours du développement embryonnaire. Réversible, ça fait appel à la notion que d'une génération à l'autre, d'un individu à l'autre, ces processus de différenciation vont être complètement effacés, ils vont être créés de novo dans le futur embryon, mais ça fait aussi référence au fait que quelquefois, l'environnement peut faire varier la façon dont une cellule fonctionne et peut déstabiliser la façon dont une cellule fonctionne. Les modifications épigénétiques qui sont apportées par des modifications de l'environnement, sur lesquelles je vais revenir maintenant, ces modifications-là, en fait, la façon dont une cellule va pouvoir utiliser différemment sa bibliothèque d'instruction, elles perdurent un certain temps, quand c'est lié à des perturbations environnementales, et puis après, elles peuvent revenir à l'état initial, ou alors elles peuvent s'installer de façon plus durable.
Alors, de quel lien avec l'environnement parlons-nous? Tout d'abord, ce dont nous ne parlons pas, c'est des modifications de l'état de santé. Par exemple, si vous mangez un hamburger pas très frais, si vous êtes mordu par un serpent, si vous attrapez la grippe, vous allez avoir des modifications de votre état de santé. Et ces modifications de votre état de santé, elles consistent en des adaptations physiologiques, des modifications de votre physiologie. Par exemple, une augmentation de la température pour se débarrasser d'un pathogène, qui n'ont pas de lien avec des modifications épigénétiques. Cette adaptation physiologique, c'est l'individu qui mobilise, par exemple, ses défenses immunitaires ou ses mécanismes biologiques pour guérir, et ensuite il revient à son état de santé normal. Ce dont je vais vous parler, c'est l'environnement au sens large. Donc on a dit adaptation physiologique. Ce dont je vais vous parler, c'est l'environnement au sens large, le milieu dans lequel on vit, l'alimentation, l'eau que l'on boit, etc. Et c'est maintenant que l'on va commencer à comprendre pourquoi je parle de reine dans le titre, pourquoi je parle de femelle, pourquoi je parle de fou. Prenons le cas des abeilles. Dans la ruche, les abeilles sont constituées de différentes castes. Il y a les reines, il y a les ouvrières. Donc dans une ruche, on a une reine pour 20 à 60 000 ouvrières. Les reines vivent assez longtemps, 4 ou 5 ans. Elles ont la caractéristique d'avoir des ovaires actifs, à tel point qu'elles pondent jusqu'à 2000 œufs par jour. Alors que les ouvrières, qui sont beaucoup plus nombreuses, jusqu'à 60 000, elles vivent moins longtemps, entre 35 et 150 jours, en général une période qui couvre du printemps à l'hiver suivant. Et elles ont aussi cette caractéristique de ne pas pondre d'œufs, donc elles ont leurs ovaires inactifs. Donc si on regarde du côté des ouvrières, on a en plus différentes catégories d'ouvrières. Les jeunes ouvrières, les jeunes abeilles à leur émergence sont des nourrices pendant 2 à 10 jours. Ensuite, elles deviennent des gardiennes. Et puis, lorsqu'elles sont plus âgées, elles deviennent des butineuses. La reine, elle est unique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces abeilles-là, en fait, ont le même génome. Le mode de reproduction des abeilles fait que la reine pond des œufs. Et de ces œufs vont émerger toutes les ouvrières, plus d'autres reines quand il faudra remplacer la reine vieillissante ou pour aller fonder une nouvelle ruche. Et tous ces individus ont tous le même génome. Pourtant, elles évoluent pas du tout de la même façon. Alors, elles évoluent pas de la même façon parce que leur environnement, la façon dont elles sont nourries, n'est pas le même. À part les 3 premiers jours, tout le monde est nourri avec de la gelée royale. Mais au bout de 3 jours, la reine continue à être nourrie avec 100% de gelée royale et elle habite dans une loge qui est beaucoup plus grande que les loges qui sont occupées par les ouvrières. Et les ouvrières sont nourries avec un mélange qui est plus pauvre, constitué de gelée royale, mais qui est coupé par du miel et du pollen. Et en plus, elles sont élevées dans des loges qui sont plus petites. Si on regarde comment les reines utilisent leurs gènes et comment les ouvrières utilisent leurs gènes, on se rend compte, au niveau des cellules du cerveau, au niveau des neurones, on se rend compte que les reines utilisent des gènes qui leur permettent d'avoir une activité ovarienne intense et un comportement social médiocre, alors que les ouvrières utilisent les gènes qui leur permettent d'avoir une activité, qui ne leur permettent pas d'avoir d'activité ovarienne. Par contre, elles utilisent les gènes qui programment un comportement social intense. Et ces différences d'utilisation des gènes pour la reproduction et pour le comportement social, ces différences-là, elles sont dues à un contrôle épigénétique différent du génome de la reine et du génome des ouvrières. Donc elles n'utilisent pas le même livre, bien qu'elles aient le même génome. Un autre exemple maintenant, pour illustrer comment devient-on une femelle. Donc on va prendre l'exemple des tortues.
Dans la plupart des espèces animales, le sexe est déterminé de façon génétique. Dans l'espèce humaine, un homme est déterminé par la présence de son chromosome Y et une femme est déterminée par la présence de 2 chromosomes X. Chez les tortues d'Europe, donc ces petites tortues grises, le sexe est déterminé par la température à laquelle les œufs vont être exposés. Et donc ce que l'on peut voir sur ce graphe, c'est que lorsque l'on a une température qui est inférieure à 25 degrés, on va avoir quasiment que des mâles. Lorsqu'on se rapproche de 25 degrés, on va avoir un mélange de mâles et de femelles. Et puis lorsqu'on dépasse 25 degrés, on va avoir que des femelles. Lorsque l'on dépasse 28 degrés, excusez-moi, le point médian c'est 28 degrés, on va avoir que des femelles. On trouve la même chose pour les tortues de Floride, pour lesquelles si les œufs sont gardés à 30 degrés, on va avoir 100% de femelles, et si les œufs sont gardés à 25 degrés, on aura 100% de mâles. Mais l'importance de la température, c'est pas pendant tout le temps où les œufs vont préparer la future petite tortue avant d'éclore, c'est juste pendant la période où les gonades, donc les testicules et les ovaires, se différencient. Donc si au cours de cette période, la température est de 30 degrés, ça fabrique des mâles, des femelles. Si la température est de 25 degrés, ça fabrique des femelles. Alors pour quelle raison? La raison, c'est la production d'hormones, mâles ou femelles, en fonction de la température. Pour fabriquer des mâles, il faut de la testostérone. Pour fabriquer des femelles, il faut de l'œstradiol. Et testostérone et œstradiol ne sont pas fabriqués de la même façon en fonction de la température. Au début du développement des œufs, il y a de la testostérone dans tous les œufs. Et ensuite, en fonction de la température, il va y avoir transformation de la testostérone en œstradiol ou pas. En fait, la testostérone se transforme en œstradiol sous l'action d'une enzyme qu'on appelle l'aromatase. Et c'est cette enzyme-là qui est fabriquée à une température élevée. Et donc, si on fabrique de l'aromatase, dans ces cas-là, on fabrique de l'œstradiol et on fabrique des femelles. Alors que lorsque la température reste basse, l'aromatase n'est pas fabriquée, donc la testostérone n'est pas convertie en œstradiol, et ça fabrique des mâles. Et donc c'est la fabrication de l'aromatase, donc une enzyme. Il faut que les petites tortues utilisent ou n'utilisent pas le livre qui code la recette pour l'aromatase, le livre qui permet de fabriquer l'aromatase. Et ce livre, il est accessible selon qu'il fait chaud ou froid. Donc s'il fait chaud, le livre est accessible et la tortue fabrique l'aromatase, elle devient une femelle. S'il fait plus frais, le livre contenant la recette de l'aromatase n'est pas accessible et la tortue devient un mâle. Donc qu'est-ce qui se passe chez l'homme? Que peut-on dire des conséquences des modifications de l'environnement chez l'homme? Tout d'abord, de quel environnement parlons-nous? Tant qu'il est question du développement embryonnaire, donc avant la naissance, l'environnement dont il est question, c'est l'environnement utérin. C'est ce qui se passe à l'intérieur de l'utérus et les substances auxquelles le fœtus est exposé à l'intérieur de l'utérus. Donc les substances qui sont en contact avec le fœtus à l'intérieur de l'utérus, elles arrivent par le sang maternel, par le liquide amniotique, et elles permettent de répondre aux besoins du fœtus. Si la maman, pendant qu'elle est enceinte, consomme un certain nombre de produits qui vont avoir des effets néfastes, ces produits, enfin qui ont des effets néfastes sur sa propre santé à elle, comme l'alcool, comme le tabac, comme des médicaments ou d'une alimentation inadaptée. Mais on sait aussi que c'est le cas du stress. Donc tous ces produits-là, et le stress produit une hormone qu'on appelle le cortisol et qui va aussi passer chez le fœtus. Donc tous ces produits-là vont passer chez le fœtus et vont pouvoir modifier la façon dont le fœtus se développe.
L'organe le plus sensible, c'est le cerveau. Et ces produits-là, en passant dans le sang et dans le liquide amniotique, peuvent, s'ils sont présents de façon trop importante ou sur des trop longues périodes d'exposition, modifier, altérer la façon dont le cerveau du fœtus se développe. Un exemple, on note aux États-Unis que les troubles du spectre autistique se développent de façon très importante depuis les années 75. Donc dans les années 75, un enfant sur 5000 était diagnostiqué comme étant atteint de troubles du spectre autistique. Dans les années 2015, c'est un enfant sur 70. Et il y a des études qui proposent de mettre cette augmentation du nombre d'enfants atteints de troubles du spectre autistique avec le mode de vie des mamans. C'est en particulier le cas du cannabis. Alors pourquoi le cannabis ? On sait que la consommation aux États-Unis en particulier est en hausse chez les ados et les jeunes adultes. Et on sait surtout que 7% des femmes enceintes fument du cannabis pour lutter contre les nausées matinales du premier trimestre. Il faut dire que aux États-Unis et un petit peu dans plusieurs pays occidentaux, il y a une perception réduite des risques liés à la prise de cannabis. Et cette perception réduite des risques, elle est liée au fait que le cannabis peut être utilisé comme plante. Enfin, certains des produits contenus dans le cannabis peuvent être utilisés comme produits médicaux pour calmer le stress, pour calmer les migraines. Et donc, du coup, il y a une perception réduite du risque de consommation du cannabis complet. Et aux États-Unis également, on observe une corrélation positive entre la consommation et les troubles neurologiques, et c'est en particulier vrai dans tous les États qui ont libéralisé la consommation du cannabis. Alors, quel est l'effet à moyen et long terme de la consommation de cannabis dans l'espèce humaine ? Il y a une première étude qui a été réalisée en 2020 et qui teste l'impact de la consommation de cannabis sur le génome et l'épigénome des spermatozoïdes, donc chez les hommes fumant du cannabis. Et il a été noté, il a été montré une modification donc de l'épigénome. L'épigénome, c'est quoi ? C'est pas le génome, mais c'est le génome avec ses modifications épigénétiques. Et ces modifications de l'épigénome, elles conduisent à déréguler un gène qu'on appelle DLGAP2. DLGAP2, c'est un gène essentiel, c'est un gène majeur dans le fonctionnement des synapses. Et lorsqu'on modifie la façon dont ce gène fonctionne, la façon dont la recette est utilisée, on a des conséquences qui sont des troubles neurologiques et psychiatriques, comme les troubles du spectre autistique. Donc ça, on l'a dans le spermatozoïde, une dérégulation de ce gène-là. On l'a dans le cerveau des consommateurs. Qu'en est-il des enfants qui sont issus de ces spermatozoïdes ? Pour le savoir, on a été faire des expériences chez la souris. Donc on a administré à des souris la substance active du cannabis, le THC, et on a regardé ce qui se passait dans le cerveau de ces souris et dans les spermatozoïdes de ces souris, et on a retrouvé les mêmes modifications au niveau des spermatozoïdes, et là on a pu le faire au niveau du cerveau alors qu'on n'avait pas pu le faire directement chez l'homme, les mêmes modifications avec la dérégulation de l'expression du gène DLGAP2. Et on a été voir dans le cerveau des souriceaux, donc qui sont nés à partir de ces souris mâles qui avaient été exposées au THC, et on retrouve dans le cerveau des souriceaux les mêmes modifications et la même dérégulation du gène DLGAP2. Donc, s'il y a surconsommation par un homme qui souhaite avoir un enfant de cannabis, il fait courir à ses enfants le risque de transmettre des spermatozoïdes dont le gène DLGAP2 est modifié, dont le fonctionnement de ce gène, l'activité de ce gène est modifiée, et ça peut avoir pour conséquence des altérations dans la construction du cerveau des enfants issus de ces spermatozoïdes-là.
La bonne nouvelle, c'est que les hommes fabricant des spermatozoïdes en continu, il suffit d'interrompre sa consommation pendant quelques semaines pour que tout revienne à la normale au niveau des spermatozoïdes. On a été regarder aussi, et c'est quelque chose qui est intéressant au niveau de l'environnement et comment l'environnement interagit avec le développement embryonnaire à travers des mécanismes épigénétiques, on a été voir l'impact du régime alimentaire de la mère. Donc ces études-là, elles ont été faites en croisant des souris. Donc ici vous avez une souris femelle, ici une souris mâle. Non, la souris mâle est en noir, la femelle est en rose. Et la femelle est nourrie avec un régime alimentaire très riche en graisse. Donc on obtient des descendants. Ces descendants, on va prendre les mâles, on va les croiser avec des femelles. On va à nouveau avoir une génération qu'on va croiser, etc. Et à partir de la première génération, le régime alimentaire que l'on administre aux souris est un régime alimentaire normal. Donc les modifications, s'il y en a, proviendraient du régime alimentaire de la première mère, donc la première génération, la génération F0. Et à partir de la deuxième génération, on va faire des analyses, donc on va aller regarder comment s'expriment les gènes, est-ce qu'il y a des anomalies dans l'expression des gènes, et en particulier des gènes du métabolisme. Et ce qu'on a noté donc dans cette étude, c'est qu'il y avait des modifications de l'épigénome jusqu'à la troisième génération, et que à la troisième génération, on notait des modifications dans la fabrication des neurones, en particulier les neurones de l'hippocampe, et que ces modifications dans la fabrication, ces altérations dans la fabrication des neurones étaient associées à un déficit cognitif. Donc, une mauvaise alimentation de la grand-mère ou de l'arrière-grand-mère peut se traduire par des altérations de la fabrication des neurones dans la descendance. Qu'en est-il chez l'homme? Chez l'homme, on ne peut pas faire ce genre d'expérience directement, mais on peut utiliser des événements, des grands événements qui ont eu lieu dans les années passées, dans notre histoire, pour essayer de voir si on a le même genre de mécanisme chez l'homme. Il y a une cohorte qui est utilisée de façon régulière depuis les années 44-45, c'est les enfants qui ont été exposés à la famine Dutch pendant l'hiver 44-45. Donc pendant cet hiver-là, l'Allemagne nazie a fait un blocus alimentaire et assez global des Pays-Bas. Donc les gens ont commencé à souffrir de famine. Et cette famine-là, elle a duré pendant 9 mois. Donc pendant cette famine-là, pendant cet événement-là, il y a des enfants qui sont nés, donc des enfants qui avaient été conçus avant la famine, et des enfants qui ont été conçus pendant la famine, au premier trimestre, au deuxième trimestre, ou au troisième trimestre de la famine. Donc on a vraiment un suivi longitudinal. Par ailleurs, les médecins et les sages-femmes ont continué à faire leur travail pendant cette période-là, à tenir des carnets de santé, et donc on a un vrai suivi longitudinal depuis cette époque-là des enfants, voire même de leurs enfants. Donc la chose la plus évidente, bien évidemment, c'est que le fait que la mère soit complètement dénutrie, et là on parle de moins de 800 à 1000 calories par jour, donc c'est vraiment une alimentation très très modeste. On a bien entendu une diminution du poids des enfants et une diminution de leur taille. Donc ça c'est quelque chose qui était assez prévisible, mais bon, cette étude de cohorte Dutch le confirme. Mais on a également analysé donc le génome des parents, le génome des enfants et le génome des petits-enfants, donc le génome et l'épigénome, donc avec ces modifications épigénétiques. Et ce que montre cette étude, c'est que les enfants qui ont connu la famine in utero développent une obésité accrue chez les filles. Ces filles-là, elles ont elles-mêmes des bébés plus petits à la naissance et plus souvent prématurés. Elles développent un risque accru du cancer du sein. Filles et garçons ont plus de dépression et sont plus anxieux, montrent des déficits de l'attention et montrent aussi un vieillissement cognitif accéléré avec un risque accru de survenue de maladie d'Alzheimer. Et puis pour les garçons,
on note un risque accru de schizophrénie. Donc ça, c'est l'analyse génétique et épigénétique qui le montre. Et parmi tous ces troubles, certains ont été attribués à des modifications, à des altérations de l'épigénome, comme l'obésité accrue chez les filles, et puis tous les troubles déficit de l'attention, vieillissement cognitif accéléré et risque de schizophrénie. Donc là, à nouveau, on a l'alimentation de la mère pendant la grossesse qui impacte le devenir de l'embryon du fœtus, ce qui semble assez attendu et logique, mais également des répercussions sur la génération suivante. Qu'en est-il du stress? Je vous ai dit en commençant en zoomant sur ce qui se passait dans l'espèce humaine, que le stress avait aussi un impact sur le développement du cerveau du bébé, sous-entendu via des mécanismes épigénétiques. Donc pour comprendre l'impact du stress sur le développement embryonnaire, on fait des expériences chez la souris que l'on va tester. Donc on va utiliser des souris que l'on va tester et on va regarder les conséquences sur l'embryon et on note dans cette étude réalisée en 2017 que la dépression maternelle, donc si on induit une dépression maternelle chez la souris, la conséquence est une modification de l'épigénome fœtal et que ces modifications-là peuvent avoir plusieurs conséquences en termes de comportement, en termes de neurodéveloppement et en termes de communication cellulaire. On a des altérations de la communication cellulaire. Une autre expérience qui a été réalisée chez la souris à propos du stress, on place des souriceaux en situation d'absence de soins maternels. Donc les souris en général sont très attentionnées vis-à-vis de leurs petits, mais il existe des situations que l'on peut induire expérimentalement dans lesquelles les mamans souris ne font plus attention à leurs souriceaux, elles ne s'en occupent plus. Donc en cette absence de soins maternels, on va noter une modification à nouveau de l'épigénome dans le cerveau des souriceaux avec des altérations du comportement des souriceaux. À l'âge adulte, les petits vont avoir des déficits des interactions sociales, vont pouvoir développer des troubles qui ressemblent à la schizophrénie et vont être plus anxieux. Et on attribue ces comportements-là à une trop grande fabrication de l'hormone du stress, donc que ce soit in utero ou ensuite que ce soit lors de l'absence de soins maternels, les petits vont fabriquer trop d'hormones de stress et ça va altérer le fonctionnement de leurs gènes. Donc en conclusion, en particulier chez l'homme, si l'environnement fœtal n'est pas optimum, on peut observer des altérations de l'épigénome fœtal et en particulier avec des conséquences dans le développement du cerveau. Et ces conséquences, elles pourront être visibles dès la naissance ou se déclencher plus tard, tout au long de la vie. On peut avoir des effets tardifs. Ces altérations de l'épigénome, donc elles sont possibles pendant la vie embryonnaire et c'est le moment où en fait l'individu est le plus fragile puisque c'est le moment où il installe toute sa différenciation cellulaire. Donc si on perturbe cette installation de différenciation cellulaire, on va faire plus de mal qu'une fois que tout est bien en place et qu'on vient agir par-dessus. Mais néanmoins, après la naissance et à l'âge adulte, il reste possible de modifier, d'altérer les épigénomes avec des effets variables selon l'organe. Et puis se pose la question de si on altère les épigénomes dans les spermatozoïdes et dans les ovules, comme on l'a vu avec le cannabis, est-ce que ces altérations sont transmises à la descendance? Est-ce qu'il y a réellement des conséquences à plus long terme? Néanmoins, on sait aussi que ces altérations de l'épigénome, elles peuvent être réversibles, tout au moins on en observe des réversibles. Et je vais vous donner pour cela, pour illustrer ce propos-là, l'exemple des souris agouties. Donc les souris agouties, ce sont ces souris qui sont prises en photo ici. Donc elles sont obèses, elles ont plus facilement des tumeurs et elles sont dorées. J'ai écrit jaune, mais c'est plus joli de dire qu'elles sont dorées. Si on regarde une maman agoutie, à qui l'on donne un régime alimentaire classique,
sa descendance va être en grande proportion de type agouti, et puis elle peut avoir des petits qui ne sont pas agoutis, qui sont normaux, comme ici la petite souris de droite, mais globalement sa descendance sera de type agouti, majoritairement de type agouti. Si on complémente l'alimentation de la mère avec des compléments alimentaires de type acide folique, vitamine B12, choline, alors on inverse la proportion. Et la plupart des petits sont normaux, donc bruns, sans tumeur et pas obèses, et il y a quelques petits qui développent quand même le phénotype agouti. Alors, quelle est l'explication sous-jacente? Là, on voit bien que la nourriture que l'on donne à la mère modifie complètement le phénotype des petits. Comment est-ce que ça marche? Et est-ce qu'on peut parler d'un effet transgénérationnel? Qu'est-ce qui est transmis à la descendance? Donc, pour parler d'effets transgénérationnels, quand on parle de modification épigénétique, il faut revenir un tout petit peu sur la définition de ces effets transgénérationnels. Je reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer, pour finir de vous expliquer les souris agouties. Cet effet transgénérationnel, c'est quoi? C'est on va administrer à une souris, donc mâle ou femelle, un traitement. Si c'est une femelle, et on veut savoir si ce traitement a des effets sur l'épigénome, a des effets épigénétiques. Donc on peut regarder ça directement sur l'individu qu'on traite, et puis on va aller regarder si c'est transmis à la descendance. Donc les effets transgénérationnels, c'est quoi? Si on administre un traitement à une souris, et qu'elle est gestante, ça veut dire qu'on l'administre en même temps à son fœtus, et qu'on l'administre en même temps aux cellules germinales de son fœtus, puisque les cellules de la reproduction, elles se fabriquent très très vite au cours du développement embryonnaire, et une souris gestante, le fœtus d'une souris gestante est déjà en train de préparer ses spermatozoïdes et ses ovules. Donc, pour regarder si un effet est transmis, si un traitement ou un effet épigénétique est transmis à la descendance, il faut aller voir le premier individu qui n'a pas été soumis au traitement. Et ce premier individu, si l'animal est une femelle, c'est la troisième génération, donc la F3. Si l'animal est le mâle, c'est la deuxième génération, puisque si on traite un mâle, on traite en même temps ses spermatozoïdes, donc il peut y avoir des conséquences sur la descendance, mais pour que ces conséquences soient considérées comme transgénérationnelles, il faut que ce soit la troisième génération qui soit porteuse des modifications. Donc pour tester cette possibilité de transmettre un effet épigénétique sur plusieurs générations, il y a des expériences qui ont été faites chez la souris. Donc ce sont des expériences qui ont été réalisées en 2016 et qui concernent la dépakine. La dépakine, c'est un médicament dont les effets sont bien connus en exposition fœtale directe, puisque ça donne, quand les mamans prennent de la dépakine, qui est un antiépileptique, ça fait courir le risque au fœtus d'avoir des malformations, il y a des membres en moins ou des déficits cognitifs. Et on connaît bien ces risques en exposition fœtale directe. La question, c'est les fœtus qui ont été exposés, est-ce qu'ils transmettent ces risques-là à leurs propres enfants et à leurs propres arrière- ou petits-enfants et arrière-petits-enfants? Donc, est-ce qu'il y a un effet générationnel? Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Parce que le principe actif de la dépakine, c'est l'acide valproïque, et que l'acide valproïque, c'est un inhibiteur de certains mécanismes épigénétiques. Donc la question de l'altération des processus épigénétiques sous l'effet de la dépakine se pose. Donc ce qui a été réalisé, c'est qu'on a administré de l'acide valproïque, donc qui est le principe actif de la dépakine, à des mâles, ici, à des souris mâles, et on a été testé dans la première génération, la deuxième génération et la troisième génération, pour voir s'il y avait des conséquences à cette administration chez les papas, chez les mâles. Sur le poids et la taille, on voit aucun effet. Sur la forme de la queue, qui est un effet très connu de l'administration de VPA aux souris, on voit une déformation de la queue à la première génération. Cet effet
disparaît à la 2e et à la 3e génération. On a été voir si il y avait un effet sur l'expression de certains gènes, et en particulier des gènes qui sont impliqués dans la formation des neurones. Et donc ce que l'on a noté, c'est que ce gène en particulier, GSK3-bêta, montre des modifications de son expression jusqu'à la 3e génération. C'est-à-dire que lorsque les souris ne sont pas exposées au VPA, lorsque les pères ne sont pas exposés au VPA, on va dire qu'on a un niveau d'expression normal. Et lorsque les pères ont été exposés au VPA, les souris de 1re génération et de 3e génération montrent une expression augmentée de ce gène-là. Ça veut dire que la recette est mal utilisée, il y a trop de protéines qui sont fabriquées, trop de recettes qui est fabriquée, et donc les synapses, les neurones, pas les synapses, les neurones, sont perturbés dans leur développement. Et ça, jusqu'à la 3e génération. Et de façon associée, on arrive à observer des comportements sociaux altérés de type trouble du spectre autistique jusqu'à la 3e génération. Et on analyse directement que la différenciation des neurones se fait mal, puisque l'expression du gène PAX6 est aussi altérée jusqu'à la 3e génération. Alors, on qualifie cette hérédité de non mendélienne. Oui, c'est une hérédité non mendélienne, mais les mécanismes en sont pour l'instant inconnus. Lorsqu'on parle de lien avec l'environnement, ça évoque éventuellement l'idée qu'il puisse y avoir un rapport avec le cancer. Alors, quels sont les rapports qu'on peut évoquer avec le cancer ? L'épigénétique, donc comme on l'a déjà dit, c'est le fait que une cellule se différencie en empruntant différents chemins, en acquérant des caractéristiques de plus en plus spécialisées et qui vont lui permettre ensuite d'avoir un phénotype particulier, phénotype qu'elle va pouvoir transmettre à sa descendance. Une cellule transmet son phénotype à ses cellules filles. Et on a dit également que toutes les cellules d'un organisme avaient le même génotype, la même bibliothèque de gènes. Et donc, comment tout ça interagit avec le mécanisme de tumorisation. Un petit rappel déjà pour dire ce que c'est que le cancer ou les cancers, parce qu'il n'y a pas un cancer, il y a des cancers. Donc, dans le cancer, une cellule va subir une mutation, donc des modifications dans le génome, à l'intérieur du génome, et non pas ce qui est autour du génome. Et cette mutation, cette modification, ne va pas être corrigée par les mécanismes de réparation, ça échappe aux mécanismes de réparation de l'ADN. Et selon les gènes qui sont affectés par cette mutation, il va y avoir une dérégulation du cycle cellulaire. La cellule va se mettre à proliférer et elle va donner naissance à des masses tumorales qui deviennent de vraies tumeurs. Et ces tumeurs, lorsqu'elles sont en profondeur dans les tissus et qu'elles arrivent à proximité des vaisseaux sanguins, certaines cellules peuvent s'échapper de la tumeur et partir dans la circulation sanguine. Donc on sait qu'il existe différents marqueurs du cancer. Donc ces marqueurs du cancer, vous les avez ici représentés sur ce disque. C'est une représentation qui a été proposée en 2017. On a tout ce qui est des défauts dans le signalement, la communication entre cellules, des défauts dans le cycle cellulaire, dans la façon dont les cellules se divisent, des défauts dans la réparation de l'ADN, des défauts dans la mort cellulaire. Donc voilà, donc les cellules qui deviennent des cellules cancéreuses accumulent des mutations dans tous ces processus-là, dans tous ces gènes-là. Et la question, c'est est-ce que le cancer est toujours génétique ou est-ce qu'on connaît des cancers qu'on peut attribuer à des dérégulations de type épigénétique ? Eh bien, en fait, ça dépend des cancers.
Et il y a des cancers pour lesquels on va trouver une forte composante génétique et des cancers pour lesquels on va trouver une forte composante épigénétique. Donc, vous avez ici les glioblastomes. Les glioblastomes sont des cancers à forte composante génétique et on va trouver quelques gènes qui sont dérégulés au niveau épigénétique, mais dont la séquence n'est pas modifiée. Un autre type de cancer, les astrocytomes anaplasiques, dans ce cas-là, on voit qu'il y a une répartition entre altérations génétiques, donc des mutations dans certains gènes, et puis d'autres gènes dont le fonctionnement est altéré via des mécanismes épigénétiques. Et ce dernier cancer-là, lui, on voit qu'il est quasiment intégralement causé par des modifications du fonctionnement des gènes, mais des modifications épigénétiques. Ce ne sont pas des mutations, c'est des altérations épigénétiques du fonctionnement des gènes. Donc oui, il y a un lien entre cancer et épigénétique, et ce lien, il est que le dysfonctionnement des gènes que l'on observe dans les cellules cancéreuses, il peut être attribué à une mauvaise organisation de l'épigénome dans les cellules cancéreuses. Et au niveau moléculaire, il se passe quoi concrètement? Comment ça marche? Depuis tout à l'heure, je vous parle de mécanismes épigénétiques, de marques épigénétiques, de choses qui se passent autour des gènes et pas dans les gènes. Donc concrètement, comment ça marche? Donc pour le comprendre, on va revenir au schéma de notre cellule, de nos chromosomes. Donc on est dans le noyau, on a des petits bâtonnets qui sont les chromosomes. Donc ce chromosome, vous vous souvenez, il est constitué d'ADN. Et si on déroule l'ADN, donc on trouve notre double hélice. L'ADN, pour être compacté comme il l'est, ce haut niveau de compaction pour pouvoir tenir dans le noyau d'une cellule, juste pour vous donner un exemple, enfin une image de l'efficacité de ce niveau de compaction, dans chacune de vos cellules, vos 46 chromosomes, si vous les déroulez comme on l'a fait là et que vous les mettez bout à bout, vous allez obtenir un fil d'ADN de 1 à 2 mètres. Ça revient à vouloir faire rentrer un fil très très fin de 6 km dans une balle de ping-pong. Donc pour que ça marche, il faut enrouler fortement ce fil d'ADN pour qu'il rentre dans le noyau, mais on ne peut pas le mettre en vrac, il faut l'enrouler en le rangeant correctement. Et donc pour le ranger correctement, en fait l'ADN il est enroulé autour de protéines qu'on appelle des histones. Donc ça fait comme le cœur d'une bobine autour desquelles l'ADN est enroulé. Ce que l'on appelle l'épigénétique, comment ça marche l'épigénétique? En fait, on va modifier le niveau de compaction localement de l'ADN. Pour qu'un gène, pour qu'une recette puisse être accessible, il faut qu'elle se trouve dans une partie, une région chromosomique, dans un environnement ADN qui soit relativement ouvert. Et pour qu'une recette, pour qu'un gène ne soit pas accessible, il faut qu'elle soit localisée dans une région chromatinienne qui est complètement fermée, complètement compacte. Et donc, pour jouer sur cette ouverture ou fermeture de l'ADN et de la chromatine c'est juste le nom de l'ADN associé aux protéines autour desquelles il est enroulé pour être compacté. Donc, pour obtenir cette variabilité de l'organisation de l'ADN, de la compaction de l'ADN, eh bien, la cellule va utiliser des petites modifications chimiques qu'elle va aller déposer sur les histones ou sur l'ADN. Donc ces modifications chimiques, elles vous sont représentées ici. Donc on a zoomé sur une histone, donc on a ce bloc de protéines qu'on appelle les histones, autour desquelles l'ADN est enroulé pour être compacté. Et certaines modifications des histones qui sont représentées ici en rouge et en jaune vont modifier la façon dont l'ADN est compacté. Donc on va avoir des histones qui sont éventuellement peu modifiées ici, avec une structure de la chromatine, un ADN qui est ouvert. Et donc dans ce cas-là,
on va avoir accessibilité de l'ADN, accessibilité des livres de recettes des gènes qui vont pouvoir être utilisés par la cellule. Et puis, dans une autre circonstance, on va avoir une modification de l'ADN et des histones qui fait que l'ADN devient très compact à cet endroit-là et du coup, on ne peut plus utiliser les livres de recettes qui sont présents à cet endroit-là. La principale modification épigénétique qui permet de contrôler cette organisation de l'ADN plus ou moins compact, c'est la méthylation. Lorsque l'ADN est méthylé, lorsque les histones sont méthylés, on arrive à des structures d'ADN très compactes qui camouflent, qui renferment les recettes qui sont localisées à cet endroit-là. Pour illustrer ça de façon un peu plus précise, si ici on est dans une cellule de pancréas, puisqu'on a dit tout à l'heure que ces cellules-là c'était des cellules de pancréas, on a donc tout le génome, tous les livres de recettes, toutes les recettes. Le pancréas, il doit fabriquer de l'insuline et il ne doit pas fabriquer d'albumine. Donc la recette pour fabriquer l'insuline, le gène codant l'insuline, il va être présent dans une région ouverte de l'ADN. Et vous avez donc l'ADN qui est représenté ici par tous ces petits tourbillons rouges. Et donc vous voyez que le gène codant l'insuline, il est dans une région où l'ADN est accessible, la chromatine est ouverte. Et donc la cellule va aller pouvoir utiliser cette recette. Par contre, comme la cellule pancréatique ne doit pas fabriquer d'albumine, il faut mettre l'albumine dans un endroit du génome où la recette est totalement inaccessible. Et donc, dans cet endroit du génome, l'albumine va être complètement... le gène codant l'albumine, la recette codant l'albumine va être rendue inaccessible par un ADN très compact. C'est comme si votre recette, elle était enfouie au cœur d'une pelote de laine très serrée et que vous ne pouvez plus aller la chercher. Donc voilà, les marques épigénétiques, elles servent à ça, par des petites modifications chimiques déposées sur l'ADN, déposées sur les histones, ces protéines qui servent à empaqueter l'ADN. On organise la structure de cette fameuse chromatine, donc cette association ADN plus histone, de manière à rendre certaines recettes accessibles et à rendre d'autres recettes totalement inaccessibles. Alors pour finir, parce que je vous avais laissé un tout petit peu en l'air avec mes souris agouties, pour finir l'explication moléculaire des souris agouties, qu'est-ce qui se passe dans le génome des souris agouties? Pourquoi certaines, avec un même génome, les frères et sœurs, ils ont quasiment le même génome là, par rapport au gène agouti. Pourquoi certains sont jaunes et obèses et d'autres non? C'est simplement régulé au niveau épigénétique. Et donc le gène agouti, soit il s'exprime, donc soit la recette est disponible, soit le gène est actif. Et dans ces cas-là, les souris seront jaunes et obèses. Soit le gène agouti, la recette n'est pas disponible, le gène est complètement inactif, caché dans de la chromatine très très compacte, dans de l'ADN très compact, et dans ces cas-là, les souris seront normales. Et pour passer de l'un à l'autre, il suffit de méthyler l'ADN. Donc vous avez ici la souris agoutie, son gène, l'ADN où est inscrit la recette du gène agouti n'est pas méthylée. Cette souris-là, elle a un phénotype intermédiaire, donc la recette qui permet de fabriquer la protéine agouti, la recette de l'agouti est bien accessible, mais un petit peu moins que pour celle-ci, donc le gène est un petit peu méthylé. Cette souris agoutie-là utilise encore moins bien sa recette agoutie parce que son gène est un petit peu plus méthylé. Et puis cette souris-là n'utilise pas du tout sa recette agoutie parce que l'ADN de la recette agoutie est très fortement méthylé et donc la recette est inaccessible. Donc c'est juste le niveau de méthylation de l'ADN au niveau du gène agouti qui permet à la souris de fabriquer sa protéine agoutie ou pas. Et c'est ça qui explique ce continuum de phénotypes. C'est juste le pourcentage de méthylation du gène agouti qui change. 0% ici, 100% ici. Voilà, donc j'en ai terminé avec l'épigénétique qui permet de fabriquer des reines, des femelles ou des fous. Je vous remercie de votre attention.